Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Destiné à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes, le festival Dialogue et Jeunesse s'est déroulé à Rabat en présence de son Altesse Royale la Princesse Marie, princesse héritière du Danemark. Plus de 100 jeunes talents ont été invités à proposer des idées, des solutions dans les domaines notamment du changement climatique et des énergies renouvelables. Nous irons à Saint-Étienne, une ville où vit une grande communauté musulmane. En ce jour de grande prière du vendredi, les fidèles résidant dans le département de la Loire convergent vers la grande mosquée Mohammed VI, un haut lieu de culte, d'échange et de sensibilisation aux nobles valeurs de l'islam universel, l'islam du juste milieu, tel qu'il est pratiqué dans le royaume du Maroc. Et puis page médicale, le paracétamol, un produit utilisé en automédication en cas de douleur légère ou de fièvre, est particulièrement consommé. Si son efficacité n'est plus à démontrer, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme contre son mauvais usage. Nous verrons cela dans notre reportage. La première édition des Assises des industries culturelles et créatives s'est ouverte ce matin à Rabat sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Première du genre, ces assises connaissent la participation de nombreuses personnalités, experts et acteurs culturels et économiques marocains et étrangers qui se réunissent dans le cadre d'ateliers thématiques en vue d'examiner les problèmes et les mesures visant à renforcer la place des industries culturelles au sein du développement économique et social. Organisant 5 panels après une séance plénière d'ouverture officielle, cette rencontre aborde des thématiques concrètes autour des enjeux et des moyens du développement des industries culturelles et créatives au Maroc. 5 panels dont voici les thématiques: richesse des identités culturelles, un capital à valoriser, l'écosystème culturel en quête d'évolution, les synergies et l'inclusion en tant que levier d'une nouvelle vision stratégique, la culture source d'équité, de modernité et de durabilité, et enfin les opportunités de marché pour les arts et la culture au Maroc. Destiné à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes, nous le disions en titre, le festival Dialogue et Jeunesse s'est déroulé à Rabat en présence de son Altesse Royale la Princesse Marie, princesse héritière du Danemark. Plus de 100 jeunes talents ont été invités à proposer des idées et des solutions dans les domaines du changement climatique et des énergies renouvelables, de la durabilité urbaine et de l'agrobusiness et la production alimentaire. Un événement organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le programme des Nations Unies pour le développement et le programme de partenariat danois-arabe du ministère danois des Affaires étrangères. Mohamed Eitlishka. Ces jeunes, une centaine, ont eu 4 jours en atelier de co-création pour finaliser leurs idées ou conceptions en matière de lutte contre les changements climatiques. Les organisateurs donnent à l'événement le nom de Festival Dialogue et Jeunesse. L'une des participantes en précise l'idée. C'est un souk aux idées de jeunes pour la création concernant les objectifs du développement durable. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de participer dans leur société pour les développer. Alors c'est très positif. Un événement Maroc PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec le Danemark, dont la délégation participante est conduite par son Altesse Royale la Princesse Marie, princesse héritière de ce pays. The vision of the summit is to give talented young Moroccans the tools. La vision de ce sommet est de donner aux jeunes Marocains talentueux les outils, l'espace et les appuis nécessaires à les aider à créer et à concrétiser des solutions et des idées en vue de relever les défis des changements climatiques au Maroc et dans le monde. L'innovation est la clé du développement durable. Nous remercions les amis du Maroc pour leur soutien. Et c'est le projet Fdentitech qui a été primé par ce festival. Des étudiants en master, bien sûr, des doctorants. Fdentitech vise à accompagner les femmes rurales œuvrant dans le secteur agricole pour qu'elles puissent devenir autonomes grâce à un service appelé Smart Agriculture.
Focus à présent sur la 3e édition des journées portes ouvertes de la DGSN qui se poursuivent jusqu'au 6 de ce mois-ci. À Tanger, l'occasion de mettre en avant le rôle de la police nationale dans la protection et le renforcement de la sécurité publique. Une police nationale au diapason avec les attentes des citoyens et à l'écoute de leurs besoins et qui comprend dans ses rangs des femmes qui honorent la profession et excellent dans les différentes unités de la DGSN. L'événement est justement l'occasion de mettre l'accent sur ces hautes compétences au féminin. Reportage Amin Chakaoui, Ahmed Alaoui, Nisir Naouzdar. À quelques minutes du spectacle, ces policières de la brigade équestre de la DGSN règlent les derniers détails avec beaucoup de professionnalisme et d'entrain. Grâce à leur époustouflante performance, le public a pu en apprendre un peu plus sur le rôle de ces unités de proximité. Un rôle hautement préventif, avec comme souci majeur le renforcement du sentiment de sécurité chez la population. Ces éléments couvrent des lieux difficilement accessibles aux véhicules et aux patrouilles motocyclistes, comme les plages, les jardins publics et les zones forestières urbaines notamment. Je fais partie de la première promotion nationale des policières femmes relevant de la brigade équestre de la DGSN. C'est un métier très difficile qui était jusqu'ici réservé aux hommes uniquement. Mais grâce à notre détermination, nous sommes parvenus à relever le défi avec brio et à donner une image exemplaire sur les capacités de la femme marocaine. Autre spectacle captivant qui vole la vedette pendant ces journées portes ouvertes, celui exécuté avec un grand professionnalisme par les membres de la brigade cynotechnique de la DGSN. Là encore, les femmes se sont merveilleusement distinguées. Elles ont fait preuve d'une parfaite maîtrise des techniques de dressage nécessaires aux opérations d'inspection et de contrôle. Vous savez, tout comme l'homme, la femme est capable de réaliser de grandes choses dans n'importe quel domaine. D'ailleurs, le public est surpris de nous voir assurer une telle mission. Nous sommes capables de faire plus et d'aller encore plus loin. L'intégration de la jante féminine dans la brigade des motards, une véritable consécration de l'approche genre adoptée par la DGSN. Une politique brillamment mise en avant aujourd'hui lors de ces journées portes ouvertes au grand public. J'exerce mes tâches professionnelles dans des conditions tout à fait normales, tout comme mes collègues hommes. La seule chose qui compte est la protection des citoyens et le renforcement du sentiment de sécurité chez eux. D'ailleurs, ils ne cessent de nous encourager dans la rue. Je reçois beaucoup de marques de sympathie et d'encouragement d'ailleurs de la part des femmes particulièrement. Le programme riche et varié de cette 3e édition comprend un total de 16 stands thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN en tant que service public. Ces journées voient également l'organisation de plusieurs démonstrations en direct illustrant les différentes techniques d'intervention opérées par la DGSN ainsi que des ateliers de sensibilisation et d'information sur les sujets concernant directement les citoyens. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Tunisie. La campagne électorale du second tour de la présidentielle anticipée du 13 de ce mois se poursuit. Le scrutin présidentiel qui se déroulera les 11, 12 et 13 courants opposera le candidat Kais Saïd et Nabil Karoui. 7 millions d'électeurs tunisiens retournent aux urnes dès après-demain afin d'élire également un parlement à la composition imprévisible 3 semaines après avoir sanctionné la classe politique au pouvoir lors du premier tour de la présidentielle. Direction le Moyen-Orient, la contestation en Irak prend de l'ampleur. Le mouvement pour l'emploi et anticorruption s'est étendu à de nouvelles villes du sud. 31 personnes ont été tuées lors des affrontements d'une rare violence entre protestataires et forces de sécurité pour faire reculer plusieurs milliers de protestataires arrivés à bord de camions. En brandissant des drapeaux, les forces de sécurité tiraient à balles réelles à bord de blindés. Le calme prévaut par contre au nord et à l'ouest de Bagdad, région principalement sunnite et ravagée par la guerre contre Daesh ainsi qu'au Kurdistan autonome.
Et puis, coup de folie, attaque djihadiste. Les enquêteurs français cherchaient cette journée à comprendre pourquoi un informaticien de la préfecture de police de Paris a tué à coups de couteau 4 fonctionnaires avant d'être abattu. Une attaque inédite qui a frappé le cœur d'une institution policière en crise. En garde à vue, l'épouse de l'assaillant a évoqué devant les enquêteurs le comportement inhabituel et agité de son mari. Quant à l'union de la police, voilà ce qu'elle en pense. Témoignage de Christophe Crépin du syndicat France Police. On n'est pas sur un acte terroriste, même si on ne peut pas fermer les portes parce qu'on est aux prémices de l'enquête. Mais je pense que, vu ce que j'ai vu, vu ce que je sais, on est plutôt sur une problématique d'individu qui a pété les plombs. On reste en France, direction Saint-Étienne, une ville où vit une grande communauté musulmane. En ce jour de prière du vendredi, les fidèles résidant dans le département de la Loire convergent vers la grande mosquée Mohammed VI, un lieu de culte, d'échange et de partage, mais également un espace d'éducation et de sensibilisation aux nobles valeurs de l'islam universel, l'islam du juste milieu tel qu'il est pratiqué dans le royaume du Maroc. Voyons tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Saint-Étienne, Nissel Hamdaoui, Abdrahim Filoul, Jihad Libri. La ville de Saint-Étienne, dans le sud-est de la France, compte une importante communauté musulmane, estimée à peu près 20 000 personnes. La grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne les rassemble. Elle occupe une place essentielle dans leur vie religieuse et sociale. Chaque vendredi, nous nous retrouvons dans cette mosquée. Nous, Marocains et musulmans de différentes origines, voir cette belle mosquée sur le territoire français nous remplit de fierté. C'est une œuvre grandiose, une mosquée bénie. L'édifice est unique en son genre. Nous remercions Sa Majesté le Roi. C'est grâce à Sa Majesté que ce lieu de culte a été construit à proximité de nos quartiers. Tant qu'on est plus proche de la mosquée, et du coup, tant qu'on est musulman, on aura besoin tout le temps de venir faire la prière ensemble. Du coup, ça nous fait plaisir. Cela fait à peu près 7 ans que la grande mosquée Mohammed VI est un point de repère pour la communauté musulmane de Saint-Étienne et de ses environs. Nous sommes le vendredi, plus de 2000 fidèles y affluent pour accomplir la grande prière. Le prêche de ce jour saint est axé sur le vivre ensemble, un sacré défi dans un monde dominé par des crises identitaires et des conflits interreligieux. Où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera et use d'un bon comportement envers les gens. La tradition ici est précise, elle a utilisé les gens, mais pas les musulmans, les gens. Dans son prêche, l'imam cite le prophète Sidna Mohammed comme le meilleur exemple du bon comportement en société. Mithaq al-Madina, la constitution du Médine, c'est l'une des plus anciennes constitutions écrites qui reconnaît et même sacralise les droits de l'autre, quel que soit cet autre, puisque Médine a été une société plurielle. Il y avait des juifs, des chrétiens, des polythéistes, et le prophète Salama, une fois établi à Médine, malgré la puissance de l'islam, a su donner à chacun ses droits, et bien sûr ses devoirs, pour qu'on puisse être en cohésion et construire ensemble un avenir meilleur. Et donc le bien vivre ensemble, pour moi, n'a pas d'autre sens que de reconnaître l'autre, que de vivre avec l'autre en paix, en symbiose et en entraide, parce qu'on a plus de valeurs communes que ce que peut nous le faire croire les ennemis de la paix. Le bien vivre ensemble, une notion vitale dans une société plurielle. Seulement voilà, quand la sécurité devient une priorité, le vivre ensemble est mis à mal. Comment le pratiquer au quotidien dans le contexte actuel ? C'est tolérer l'autre, surtout, et respecter aussi sa religion, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir du bon comportement que nous, musulmans, on va manifester, et lui, derrière, il va s'intéresser aussi à notre religion, savoir que voilà, c'est une religion de miséricorde. Le vivre ensemble, déjà, c'est... Pour moi, déjà, la première des choses, c'est dans le sens du partage, déjà. Voilà. C'est d'accepter l'autre. C'est ça, déjà, la base de notre religion. Et moi, le vivre ensemble en France, je l'ai connu il y a très très longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se fait un petit peu, il se disperse par rapport à beaucoup de choses qui nous
voilà, qui essaient de nous diviser par les médias, par toutes ces choses-là. Sur le territoire français, on dénombre plus de 2500 mosquées. La grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne fait partie de ces lieux de culte exemplaires, porteurs de multiples valeurs, en parfaite harmonie avec celle de la République. Son modèle religieux est fondé sur le rite malékite, une des constantes qui consolide la paix spirituelle dans le royaume du Maroc. Page médicale à présent, le paracétamol, un produit utilisé en automédication en cas de douleur légère ou de fièvre, est très utilisé. Si son efficacité n'est plus à démontrer, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme contre son mauvais usage. Un surdosage au paracétamol est en effet susceptible d'entraîner de graves pathologies hépatiques. Plus d'éclairage à ce sujet dans ce reportage de Mariam El-Messi et Yassine Maassi. Un geste quotidien devenu presque banal. Petite fièvre ou douleur légère, le paracétamol apparaît comme le remède miracle à tous les maux. Facile d'accès en officine sans ordonnance médicale, cet antalgique est sans doute le médicament favori des Marocains. Dès que je ressens un mal de tête, je prends un comprimé, je l'ai constamment à portée de main. Mes enfants aussi s'en servent. J'essaie de respecter la dose de concentration en milligrammes notifiée dans la boîte du médicament. Je préfère avoir une consommation modérée de cette substance. Je privilégie le sommeil dans les cas de maux de tête. J'essaie d'utiliser correctement le paracétamol, ne pas s'en servir que lorsque la douleur devient insupportable. Un vieux médicament centenaire dont l'efficacité n'est plus à prouver, mais serait-il sans répercussion sur la santé? Les médecins alertent contre les risques du surdosage. Pour un adulte sain de plus de 50 kg, la dose maximale est de 3 grammes par 24 heures. Au-delà de cette limite, le traitement antidouleur devient toxique et peut provoquer de graves lésions du foie, parfois irréversibles. الباراسيتامول ماده اللي ما خصهاش في العاده ما خصهاش تعدى 3 الغرام في النهار حتى ل 4 ديال الغرام في اقصى الحدود. Le paracétamol doit être consommé à hauteur de 3 à 4 grammes par jour, tout en espaçant de 6 heures les prises. Malheureusement, cette substance est utilisée de façon aléatoire. Son impact devient grave si le malade l'associe à d'autres médicaments contenant la même molécule sans en être conscient. Il y a ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Avant d'utiliser un médicament, quelle que soit sa nature, on est obligé de peser le risque encouru par son utilisation et le bénéfice attendu de son utilisation. Demandez donc conseil à son pharmacien, une étape primordiale avant toute prise. L'avis médical et la consultation des notices permettra d'éviter tout accident d'intoxication. هاد الأيام كاين واحد الفيروس ديال لا غريب وكاين إقبال على الباراسيتامول. Le paracétamol fait l'objet d'un véritable engouement, particulièrement pendant la saison de la grippe. À chaque vente, nous tenons à avertir les citoyens contre les effets secondaires de l'usage excessif de ce produit. Vendus en comprimés, effervescents ou sirop, une centaine de médicaments à base du paracétamol, seuls ou associés à d'autres substances, couvrent les étalages des officines. Précaution est donc de mise pour empêcher qu'un simple mal de tête tourne à l'intoxication. On parle sport à présent et plus précisément d'athlétisme. Rachida Ouagdi, retenez bien ce nom. Cette Marocaine ne cesse de nous en mettre plein les yeux après avoir parcouru 110 km de Rabat à Casablanca et 220 km à pied de Hamna à Casablanca. Elle vient aujourd'hui ajouter une nouvelle performance à son palmarès déjà bien fourni. Reportage Oumaïma Ramli, Tissem Oudris et Mustafa Ouda. Relier Tanger à Al-Gouira en courant, c'est le nouveau challenge de l'athlète Rachida Ouagdi. Du haut de ses 49 ans, le parcours de cette dame force l'admiration. Passionnée d'aventure, Rachida ne ménage pas ses forces quand il est question de battre un record. Aujourd'hui, elle se lance un nouveau défi, non des moindres.
On a pensé à relever le défi, un grand défi, pour une cause nationale qui nous tient à cœur, à tous les Marocains. C'est le 44e anniversaire de la Marche verte. Donc on a décidé de faire 44 kilomètres pendant 44 jours pour fêter le 44e anniversaire de la Marche verte. Ne jamais baisser les bras, c'est la conviction intime de Rachida. Cette athlète des plus tenaces n'en est pas à son premier défi. Celle qu'on surnomme la Dame de Fer avait déjà réussi à parcourir les 110 km reliant le Parlement de Rabat à la mosquée Hassan II de Casablanca. On peut faire tout ce qu'on veut à n'importe quel âge et atteindre nos objectifs. Il faut juste se donner les moyens. C'est tout. Pour atteindre son objectif, Rachida a dû se mettre en condition physique. Une série d'exercices intenses et spéciales lui ont été concoctés par son mari, qui est également son coach sportif. Les séries d'exercices que je lui ai donné à faire ne duraient pas trop longtemps. Elle avait 1 heure de sport par jour. Pour ce qui est du régime alimentaire, elle devait prendre du poids et non pas en perdre pour qu'elle puisse puiser dans ses réserves pendant le périple. Le rêve du sable sacré, c'est ainsi qu'a surnommé Rachida ce voyage à pied qu'elle se donne à cœur joie d'accomplir. Cette Dame de Fer, qui a souffert de graves problèmes de dos, a trouvé refuge dans le sport, redonnant ainsi à sa vie le sens qu'elle avait perdu avec la maladie. Voilà, bravo et bonne chance à Rachida Ouagdi. C'est un nom, je rappelle, à retenir. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula, c'est à 21h. Une excellente soirée, un excellent week-end également. On se retrouve demain samedi.